Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour vous informer sur toute l'actualité politique et parlementaire. Et pour nous accompagner ce matin, Ludovic Mendes. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes député La République En Marche de Moselle et vous êtes auteur d'un rapport sur l'asile européen. Assez logiquement, nous allons parler avec vous de la crise des migrants. Le mini-sommet d'hier à Bruxelles est-il un échec? Un consensus est-il possible? Sur quelle base? On va en parler avec vous dans quelques instants. Ludovic Mendes, est-ce qu'un consensus est possible en Europe au sommet de jeudi et vendredi sur cette question des migrants? Personnellement, je le souhaite parce que si on n'a pas de consensus demain, on va encore connaître ce qu'on a connu ces dernières années. Donc pas de réponse adaptée aux flux migratoires que nous avons, pas de réponse adaptée aux Dublinés, comme on les appelle. Ce sont les personnes qui arrivent dans un premier pays européen et qui souhaitent être dans un autre pays européen. Pas de réponse non plus sur les déboutés du droit d'asile qui ne repartent pas dans leur pays. Donc si nous n'avons pas de réponse, la crise humanitaire que nous avons connue perdurera et la crise politique scellera la mort de l'Union européenne. Sauf qu'on voit bien là que les positions sont très, très opposées. Certains pays n'étaient même pas présents, les pays de Visegrad. Sur quoi on peut s'entendre finalement ? On peut s'entendre sur comment mieux accueillir et mieux réformer le droit d'asile européen. Les pays de Visegrad sont partis du principe que ce n'était pas un sommet officiel. Ça, c'est entendable parce que le sommet officiel, c'est jeudi et vendredi. Je pars du principe aussi qu'il y a trois choses différentes. Alors, on va dire que pour les pays de Visegrad et les pays de l'Est, c'est majoritairement un problème d'identité, parce qu'ils le disent eux-mêmes, ne veulent pas être colonisés par des personnes d'une religion différente, qui ne correspondent pas aux critères qu'ils sont définis blancs, catholiques. De notre côté, on a une crise politique aujourd'hui au niveau de la Méditerranée avec l'Italie et la France sur comment mieux accueillir et pourquoi l'Italie devrait prendre en charge l'accueil de ces personnes, alors qu'in fine, on doit mieux les répartir. Et la troisième partie, c'est justement de mieux répartir les demandeurs d'asile au niveau européen, avec une répartition, on va dire, équitable selon le PIB, le taux de chômage et la population. Mais on voit bien qu'il n'y a pas d'accord possible là-dessus. Même Angela Merkel disait hier, il faudrait des accords bilatéraux ou trilatéraux. C'est vers cette solution-là qu'on se dirige ? J'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Vu qu'il faut trouver une solution, il faut qu'on la trouve quoi qu'il arrive. Donc si elles doivent être en dehors du cadre classique de l'Union européenne à 27 et qu'elles doivent passer par une dizaine de pays, faisons-le tant que nous avons une réponse à apporter. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des vies humaines qui sont quand même derrière c'est ce qu'on appelle la crise migratoire, sans être vraiment une crise d'ailleurs. Et de notre côté, il faut faire en sorte qu'on trouve une solution. Je veux dire, 2013 a été la mise en place de Dublin, votée par mise en place par la Commission européenne, appliquée en 2015. On a la crise entre guillemets de plein fouet en 2015. On n'a pas su gérer. Il faut préparer la suite. Et il faut aussi préparer l'avenir avec les personnes qui vont être touchées par des problèmes climatiques, parce qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui à apporter. Si on ne l'apporte pas aujourd'hui, on ne répondra pas aux problèmes de demain. Si on est sur des accords bilatéraux, trilatéraux, ça veut dire que certains pays n'accueilleraient pas de migrants. Ce serait acté comme cela. J'ai l'impression que c'est déjà le cas aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres européens, il y a des pays qui n'accueillent presque pas de demandeurs d'asile, ou alors ils les choisissent en amont. Donc, par exemple, avec les Ukrainiens dans les pays de l'Est, où certaines personnes ont préféré accueillir les chrétiens d'Orient, mais ne veulent pas, d'après eux, recevoir une partie de la population mondiale qui ne correspond pas à leurs critères de base. Sauf que là, on n'est pas sur le respect des valeurs fondamentales européennes. On ne choisit pas qui on accueille et qui on n'accueille pas. On accueille des personnes qui ont besoin de protection et qui ont besoin temporairement de se reconstruire en tant que réfugiés pour peut-être repartir derrière. Mais quand Emmanuel Macron brandit la menace de sanctions financières, c'est donc une menace sans lendemain finalement. C'est pas une menace sans lendemain, c'est une menace pour rappeler les valeurs européennes. Personnellement, je trouve que quand on ne respecte pas les valeurs, on se met de fait à l'extérieur de l'Union européenne. Mais l'idée n'est pas de faire partir ces pays de l'Union européenne, au contraire, c'est de les remettre avec nous dans un débat et peut-être de redéfinir ce que c'est vraiment que l'identité européenne. Ce débat-là, on ne l'a jamais et je pense qu'il y a un véritable débat à avoir autour de l'identité européenne. Nous l'avons eu, nous, en France, au mois de décembre, ça a été déjà très compliqué. Alors ça peut l'être dans d'autres pays européens, comme ces pays de l'Est qui, depuis 89 seulement, sont des pays, on va dire, jeunes, démocratiques et qui ont besoin d'un accompagnement peut-être sur cette partie d'identité européenne, de valeurs européennes pour préparer la suite. L'Italie a refusé à nouveau d'accueillir le Lifeline, ce bateau qui approche de ses côtes, bateau de migrants. Là, c'est quoi, des sanctions financières? Qu'est-ce qu'on peut opposer à l'Italie? On va déjà opposer à l'Italie le droit de la mer et le droit européen en lui rappelant les règles de fonctionnement, parce que si tout le monde déroge à ces règles, elles n'ont plus lieu d'être. Et si elles n'ont plus lieu d'être, c'est l'Union européenne qui est remise totalement en question. Donc, à voir rapidement avec
Le Premier ministre italien, quelle solution on peut trouver avec la France ou avec l'Espagne? Dire voilà, accoster peut-être le bateau et derrière nous allons prendre en charge la répartition et le traitement de l'asile. Avec des centres fermés. Les pays de l'Europe, dont la France, l'Espagne, proposaient des centres fermés dans ces pays d'accueil, donc comme l'Italie ou la Grèce. L'Italie refuse. Ça peut se faire ou pas? C'est des solutions qui sont prônées par le HCR dans presque tout le monde entier. Aujourd'hui, il faut voir si on a le cadre juridique au niveau européen pour permettre de le faire. Parce que qui va gérer ces centres fermés? Est-ce que c'est le pays dans lequel est installé ce centre? L'Italie ou la Grèce ou Malte? Si c'est l'Europe, ça veut dire qu'on part du principe que ce n'est plus un territoire qui appartient à la nation qui nous accueille. Qui va gérer? Est-ce que c'est Frontex? Est-ce que c'est les polices aux frontières de ces pays-là? Il y a tout un cadre législatif à définir et à partir de là, on pourra poser une solution. Mais ça ne se fera pas dans les 6 prochains mois, je ne pense pas. Et ce centre fermé, il serait en Italie, en Grèce, en Europe, plus qu'au Niger ou au Tchad, plus qu'en Afrique? Alors, il y a des propositions sur les pays d'accueil et les pays de transit. Donc les pays de transit, aujourd'hui, par exemple en Libye, qui est un État failli, je ne vois pas comment on peut installer un centre fermé là-bas et permettre d'avoir une sécurité pour les demandeurs d'asile. Alors pour les migrants qui arrivent en France, eh bien c'est un parcours du combattant pour se faire recenser, pour éventuellement obtenir l'asile. Nous avons suivi Saïd à son arrivée porte de la Chapelle. Pour lui, comme pour d'autres, le chemin est semé d'embûches. Alice Rougerie, François Goulin. Il a 21 ans et arrive de Somalie. Saïd, qui souhaite garder l'anonymat, nous montre où il a passé sa première nuit en France, sous un pont du périphérique parisien. Je cherchais un endroit pour dormir. J'ai vu du monde, ils m'ont dit de venir. On était une vingtaine cette nuit. Les autres migrants l'ont guidé jusqu'à ce bénévole. C'est lui qui va aider le jeune homme dans ses démarches administratives. La date de naissance est le 28/02/1997. Le cas de Saïd est complexe car il est dubliné. Il a été contrôlé en Italie et veut déposer son dossier en France. Or, selon les accords de Dublin, le migrant doit faire sa demande d'asile dans le premier pays européen où il a été contrôlé. Il a fait ses empreintes en Italie. Et là, c'est en France, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc il peut à tout moment être expulsé en Italie. En Italie ou au pire chez lui. Saïd veut quand même tenter sa chance et défendre son cas devant les services de l'immigration. Il espère être convoqué. Alors il doit rester joignable, car tout est géré par téléphone. C'est pareil pour tout le monde ici. Les chargeurs tournent jour et nuit. Le périple de Saïd a commencé il y a 1 an et 5 mois, quand il a dû fuir son pays. En Somalie, c'est la guerre et le terrorisme. Ils tuent des gens, c'est invivable. Au moins ici, même si je dors dehors, je dors en paix. Je n'ai pas peur pendant la nuit, je n'ai pas peur des gens. Je l'ai reçu. La réponse de l'Office de l'immigration vient de tomber. Saïd est convoqué, mais il sait que ses chances d'obtenir l'asile politique en France sont minces, voire nulles. Ludovic Mendes, quand vous voyez ces images, vous dites que les migrants sont bien accueillis en France quand ils arrivent? Alors, c'était pas le cas jusqu'à maintenant. On essaie de faire en sorte que ça change avec la loi qui a été travaillée avec le gouvernement et l'Assemblée nationale sur l'asile, l'immigration et l'intégration, qui revient du Sénat prochainement, pour avoir une répartition équitable aussi sur tout le territoire national. Parce qu'il y a des zones où c'est très tendu, où on a à Paris, par exemple moi à Metz, à Lyon, beaucoup de demandes, et sur d'autres départements où il y a très peu de demandes. Donc on doit mieux répartir d'un point de vue équitable. Avec les Dublinés, c'est un peu autre chose. On sait que par exemple 60 à 70% des personnes qui étaient sur ce qu'on appelait la jungle de Calais étaient des Dublinés, donc des personnes qui avaient déjà demandé l'asile ou avaient été accueillies dans un autre pays européen comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. C'est cette loi ce règlement qui est un peu bloquant. Il faudrait revoir Dublin. C'est le cas de Saïd, parce que lui, il a posé le premier pied en Italie. Ça veut dire qu'il va devoir y retourner? Normalement, il doit y retourner. Et aujourd'hui, on sait que c'est difficile, puisque l'Italie bloque aussi ce retour dans leur pays. Ce règlement de Dublin, il est à bout de souffle, non, aujourd'hui? Ce règlement de Dublin n'est plus adapté. C'est un règlement qui date de 2013. On sait que les flux ne sont pas les mêmes depuis 2015 et 2016. On doit absolument revoir rapidement le règlement de Dublin. Ça a été fait par le Parlement européen et la Commission. On aurait aimé que les gouvernements précédents prennent une décision rapidement parce qu'il fallait la majorité qualifiée. Ce n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous, on se retrouve complètement bloqués et on cherche des solutions dans l'urgence. Mais le règlement de Dublin, préparer l'avenir. On va en parler au sommet européen de jeudi et vendredi?
On va en parler parce que ça fait partie du paquet asile, pas simplement Dublin, c'est l'accueil, c'est le traitement de la demande d'asile, donc c'est une globalité. Alors Ludovic Faux, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Depuis la crise de l'Aquarius, Emmanuel Macron se veut un peu le garant des valeurs de l'Europe, mais il affiche aussi sa fermeté. On l'a vu ici à l'Assemblée sur le projet de loi Asile et Immigration. Oui, dans les mots, Emmanuel Macron s'efforce de tenir l'équilibre du et en même temps censé définir sa politique, en l'occurrence efficacité et en même temps humanité. Sauf que tout en se montrant inflexible sur le droit d'asile et le droit international vis-à-vis de l'Italie et des pays d'Europe centrale, eh bien le président assume effectivement aussi une fermeté qui tranche avec les bons sentiments que lui-même a parfois affichés à une époque, comme lorsqu'il estimait en janvier 2017 qu'en accueillant des centaines de milliers de réfugiés, l'Allemagne avait sauvé la dignité collective de l'Europe. Depuis qu'il est au pouvoir et face à la montée des populismes, le chef de l'État se montre beaucoup plus prudent en tenant compte de l'opinion française jugée très sensible sur l'immigration. Mais alors Ludovic, est-ce que les sondages donnent raison ou pas à Emmanuel Macron ? Bien, les enquêtes d'opinion montrent en tout cas une demande de fermeté. Selon un récent sondage de l'Institut Elab, 61% des Français considèrent que la politique d'asile et d'immigration est trop laxiste, mais c'est 5 points de moins par rapport au mois de janvier. Le durcissement des règles et des procédures contenues dans le projet de loi en cours d'examen au Parlement va donc dans le sens voulu par l'opinion. Sur l'Aquarius, un autre sondage réalisé par l'IFOP semble donner raison à Emmanuel Macron, puisque 67% des personnes interrogées estiment que la France n'avait pas à accueillir ce bateau surchargé de migrants. Ceci dit, d'après ce sondage, seulement 58% des sympathisants de La République En Marche étaient, eux, contre l'accueil de l'Aquarius, alors que 42% étaient pour, ce qui montre que sur ces sujets, Emmanuel Macron peut parfois être en décalage avec une partie relativement importante de sa base électorale. Alors ce dossier de migrants reste assez sensible aussi au sein même de la majorité. Oui, l'épisode de l'Aquarius l'a bien montré, ce malaise qui existe au sein de la majorité. Plusieurs députés se sont indignés que la France n'ait pas proposé d'accueillir l'Aquarius, y compris le vice-président de l'Assemblée, Hugues Rançon, qui ne fait pourtant pas partie des députés qui s'étaient abstenus sur le projet de loi Asile et Immigration en avril dernier. À l'époque, je vous rappelle que 197 députés de La République En Marche avaient voté pour, 1 avait voté contre, 14 s'étaient abstenus, mais presque 100 députés du groupe majoritaire n'étaient pas présents lors du scrutin. Ce texte actuellement examiné au Sénat va en sortir fortement durci par rapport au texte voté par l'Assemblée. Or, si les deux chambres ne se mettent pas d'accord sur une version commune, ce qui est très probable, eh bien, le projet de loi reviendra à l'Assemblée nationale, ce qui relancera forcément le débat au sein de la majorité. Merci Ludovic Faux pour ces précisions. Ludovic Mendes, il y a un malaise dans la majorité sur cette question des migrants ? Il n'y a pas un malaise dans la majorité. Il y a des voix qui disent que humainement il faut mieux traiter. Je veux dire, sur l'Aquarius, je l'ai encore dit hier soir, de mon côté, on aurait pu à un moment donné faire un geste vers l'ONG en accueillant ce bateau en France, parce qu'on ne pouvait pas les laisser errer en mer. Au bout d'un moment, on n'est plus dans un combat politique. On est aussi sur le traitement et l'accompagnement des vies humaines. Il y avait des femmes, des enfants, il y a des hommes dans ce bateau qui demandent protection. Mais si demain... C'est une position qui devient majoritaire, ça, dans le groupe ? Qu'elle soit majoritaire ou pas dans le groupe, en tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Et quand on est la République française, il est normal de tenir ce genre de discours. Parce que derrière, on doit protéger ces personnes. Elles demanderont l'asile, elles peuvent être déboutées. Si elles sont déboutées, c'est une procédure qui doit être respectée et ils retourneront dans leur pays. On a entendu Ludovic Faux nous donner quelques chiffres sur les sondages. Est-ce que Emmanuel Macron gouverne avec l'opinion ? Je ne pense pas, parce que si on gouvernait avec les sondages aujourd'hui, la loi Asile-Immigration serait encore beaucoup plus ferme qu'est-ce qu'elle ne l'est. On essaie de trouver des solutions qui soient adaptées, pragmatiques. De notre côté, on doit aussi faire un travail de pédagogie, d'explication, parce qu'on met tout dans le terme de migrants, par exemple. Il y a des demandeurs d'asile, il y a les migrants économiques, il y a des personnes qui arrivent sur le territoire national pour les études, pour travailler, pour faire de la recherche. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même pot. Je veux dire, il y a des personnes qui ont ce raccourci politique. C'est à nous derrière d'expliquer ce que c'est que vraiment les flux migratoires. Il y a une politique qui était quand même assez dure sur l'immigration. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous amputer carrément de la jambe gauche ? Je pense pas qu'elle soit si dure que ça, parce que moi je viens justement de cette jambe gauche. J'ai pas de problème idéologique avec cette loi. Au contraire, elle nous permet de mieux accueillir, ce que je disais tout à l'heure sur la répartition des migrants. 100 députés absents lors du vote, nous rappelait Ludovic Faux. Vous connaissez aussi bien que moi le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et dans l'hémicycle on n'est pas toujours 577. On a fini un dimanche soir à 23h de mémoire, j'étais présent, donc je peux comprendre que certains de mes collègues étaient en circonscription pour travailler aussi.